Bonjour Emmanuel Ledeuil. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec nous. Merci à vous. T'es musicothérapeute en psychiatrie, en pédopsychiatrie, en cancérologie, je sais pas tout, tu nous diras. Ouais. Dans beaucoup d'endroits. Moi j'ai regardé un peu, j'ai vu que la musique ça faisait vraiment, et la musicothérapie des miracles entre guillemets, pour l'oralité aussi des patients, on est des proches. Et que ça peut être parfois, on sait, la musique ça peut être un moyen d'expression encore plus fort que les mots dans certaines situations. On va parler de tout ça, de ton parcours, des petites mésaventures aussi que tu peux avoir en psychiatrie, en pédopsychiatrie, et puis bien sûr de ton rôle auprès des patients en tant que musicothérapeute, ce que tu peux leur apporter, parce que c'est vrai que c'est pas... musicothérapeute comme ça, on sait pas forcément ce que ça veut dire, c'est pas encore très très répandu. Mais avant que tu nous parles de tout ça, je vais te lancer un petit défi, ce serait de te présenter, tu le sais déjà, de te présenter en environ 30 secondes, voilà, en disant un maximum de choses sur toi. Alors moi je m'appelle Emmanuel Ledeuil, je suis musicothérapeute depuis 2011. Je travaille au sein du CHU de Dijon en 2 statuts, et libéral et salarié. Je travaille en pédopsychiatrie, en adopsychiatrie, en hématologie, oncologie pédiatrique, en soins palliatifs pédiatriques et également en néonatologie où on mène en ce moment une recherche longitudinale sur la voix chantée. Voilà ma pratique depuis maintenant 15 ans. Incroyable. Waouh. C'était un condensé là. Condensé là c'est... Alors Emmanuel, est-ce que tu savais que le podcast existe depuis novembre et que tu es la première femme invitée? Non, je sais. Quel honneur. Et oui, ça s'est fait comme ça. Ça. C'était même pas volontaire d'inviter que des hommes jusqu'ici. Mais le fait est que voilà, tu es la première femme, donc c'est un Pourtant, il n'y a pas que des hommes qui font de la musique. Évidemment, tu vas nous le prouver. Déjà, pour commencer, donc pour revenir sur ton métier, comment t'as su que tu voulais être musicothérapeute? Comment c'est venu dans ta vie? Eh bien, c'est venu qu'à 15 ans, j'ai fait moi-même une musicothérapie. En fait, j'étais adolescente avec les petits problèmes d'adolescent qu'on peut avoir, et j'ai eu accès à une musicothérapie. Et je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire. Donc j'ai fait de la musicologie à la fac, j'ai fait de la psycho à la fac, et je me suis dit c'est ces deux-là que je veux réunir. Mais je savais pas trop par quel bout prendre les choses, et de là j'ai trouvé mon école à Paris, le Centre international de musicothérapie, sur 3 ans. Et j'ai fait donc ce parcours, et après par la suite j'ai repassé une licence de psycho pour approfondir mes connaissances. Donc ça part vraiment d'une histoire personnelle presque, voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu apprends dans des études de musicothérapeute? Alors on apprend en fait à utiliser tout ce qui est sonore. On porte assez mal notre nom en musicothérapie. La musique c'est un produit fini, enregistré, tout bien ficelé, qui sonne bien. Nous en fait on travaille pas que avec la musique, on travaille avec tout ce qui est les sons. Tous les bruits, tous les sons. À la fois sonothérapeute, ça existe également, mais c'est encore différent. C'est des gens qui vont travailler avec des diapasons, c'est encore une autre pratique. Mais on trouve qu'on porte des fois assez mal notre nom parce que les gens pensent qu'on fait de la musique et que miraculeusement ça guérit. Non, en fait c'est la relation par la musique qui soigne. Ok. C'est des nuances subtiles, mais okay. Voilà. Et ce qu'on apprend donc, c'est à utiliser la musique pour être en lien avec l'autre de façon non verbale. Le langage est secondaire. Dans une certaine, je vais expliquer après je pense, mais dans une certaine partie de la pratique. Et puis on apprend à analyser le matériel musical, donc il faut des connaissances musicales, mais surtout des connaissances en psycho. Parce que si on a juste des connaissances musicales, ça devient musicien intervenant, ce qui est un métier aussi très honorable et très important. Mais nous on va un peu plus loin en tout cas. La musique c'est un prétexte à la rencontre en fait. C'est beau ça. C'est okay. Vrai. Et du coup, c'est quoi ton rôle quand tu... Un peu une séance typique, voilà, moi je suis en école d'infirmière, donc je me projette un peu, mais si par exemple je suis infirmière en pédopsychiatrie, je vais te dire, voilà, ce patient, il aurait besoin de te voir, ça se passe comment? Et toi En fait c'est sur prescription médicale, alors j'ai des cas d'intervention tellement différents que te dire une séance type, je vais pas du tout travailler pareil avec un bébé prématuré qu'avec un adolescent, ça semble assez logique, mais en tout cas, par exemple pour la pédopsychiatrie, c'est vraiment un travail pluridisciplinaire, c'est la médecin
psychiatre qui va poser une indication de musicothérapie, qui va faire une prescription de musicothérapie, et je vais prendre l'enfant en soin, notamment je pense à l'autisme, où c'est vraiment une médiation thérapeutique qui fonctionne très très bien avec les autistes. Donc voilà, c'est selon ce qu'on a envie de travailler. Avec l'autisme, je vais travailler principalement l'émergence du langage. Avec des troubles psychotiques, on va travailler plus à être un peu plus dans le réel. Enfin voilà, selon la pathologie identifiée, la musicothérapie peut avoir des objectifs très différents et des axes de travail très différents. Et donc t'es en tête-à-tête avec le patient? Ah oui, toujours en séance. Alors il y a des musicothérapeutes qui travaillent en groupe, moi je travaille exclusivement en individuel. En fait, je trouve que pour beaucoup de patients, notamment en psychiatrie, ils ont déjà beaucoup de mal à être eux. Donc être soit avec quelqu'un d'autre, ils n'en sont pas là en fait pour la plupart. On aimerait, des fois on les met en groupe parce qu'on voudrait qu'ils travaillent ça, mais des fois ils n'en sont pas là. S'ils ne sont pas individués, ils ne peuvent pas être en lien avec l'autre en fait. Oui, évidemment, il faut d'abord se recentrer. Exactement, et puis avoir conscience qu'on existe. Nous, ça a l'air évident pour nous, mais pour par exemple un autiste, c'est pas du tout évident que lui, il est différent de l'autre. Voilà. Et du coup, pour ça, pour qu'il se réincarne en quelque sorte, qu'est-ce que tu vas lui proposer? Alors là par exemple j'ai un tout petit qui est arrivé dans le service qui parlait pas du tout, mais ni papa ni maman, il a 6-7 ans et en fait vraiment autiste profond, vraiment avec des balancements, des choses comme ça. Et moi j'ai été dans le service, j'étais en train de jouer avec ma harpe là et j'ai commencé à vocaliser hey, oh. Et en fait il m'a répondu. Il a fait hey, oh. Et on s'est tous arrêtés comme ça en disant oula, là il se passe un truc. Et on a fait comme ça un jeu de questions-réponses et on était tous très émus parce qu'en fait vraiment j'ai eu le sentiment de le rejoindre dans quelque chose auquel il pouvait accéder. Le langage il en est pas là. Mais quand on fait de la musique, on descend en deçà du langage. Verbal en tout cas. C'est encore plus accessible en fait. Exactement, c'est universel. Faire A, E, I, O, U, c'est accessible à tout le monde. C'est pour ça que nous on dit qu'on n'est pas concertiste. Moi je fais pas des choses belles, je fais des choses qui peuvent parler à l'autre. Et là en l'occurrence ce petit, j'ai eu donc une indication de musicothérapie et je travaille à ce que vraiment il puisse y avoir ce à toi, à moi, parce que c'est comme ça. Donc au début je fais un message, il fait la même chose que moi. Et moi, ce que je travaille, c'est qu'au fur et à mesure, on puisse se différencier, qu'il puisse comprendre que lui est différent de moi et qu'on peut se parler. Mais c'est les bases de base. Pour nous, c'est évident, mais pour eux, ça l'est pas du tout. Donc, c'est ça que je travaille. Et puis, l'oralité, pouvoir travailler toute la zone, les bruits de bouche, tout ça, c'est notre travail aussi de musicothérapeute. Donc, c'est pas franchement de la musique, c'est du son. Et par le son, on essaye de remettre les couches dans le bon ordre, en gros. Et le but après avec cet enfant, ça va être peut-être de faire des petites phrases, des petits mots, de travailler l'émergence du langage. On sait que le langage est rythmique. Je ne parle pas comme ça, puis après, ça va très vite, et puis très lentement. Non, quand je parle, c'est rythmique, tu peux presque caler un métronome dessus. Donc, on essaye de recaler ce qu'on appelle les structures temporelles pour que le langage puisse venir s'inscrire dessus. Les amis, je vous arrête 30 secondes. Je tiens à vous parler de notre partenaire. Merci beaucoup à Cadence de nous soutenir sur cet épisode. Situé en plein cœur de Dijon, le magasin de musique Cadence vous propose vente, réparation et achat de tout type d'instruments à vent, neufs ou d'occasion. De la trompette au tuba, en passant par le saxophone, la flûte ou encore la clarinette, vous trouverez à coup sûr votre bonheur. C'est ici que j'ai pu récemment essayer de nombreux modèles de trompettes dans un studio dédié et choisir la perle rare. Les propositions sont nombreuses et les conseils précis et de qualité. Alors n'hésitez pas à vous rendre dès maintenant sur leur site internet ou en magasin pour découvrir toutes leurs offres. Le lien est dans la description. Sur ce, merci encore à Cadence et je vous laisse avec la suite de l'épisode. Ouais, donc en fait tu travailles vraiment en pluridisciplinarité. Ah complètement. Parce que j'imagine du coup il y a aussi l'orthophoniste qui va intervenir. Oui, complètement. Là l'orthophonie, je travaille avec elle sur ce petit patient de façon très étroite quoi, vraiment. Et on a quelques patients comme ça, beaucoup dans l'autisme où on travaille en très grande collaboration. Après en pédopsychiatrie, on a une équipe qui est énorme, hein. On a psychomote, orthophoniste, psychologue, enseignant spé, infirmière, éduc, il y a tous les corps de métier représentés. C'est moins le cas dans d'autres équipes, hein, mais en tout cas voilà, ça permet d'avoir un regard très pluriel sur l'enfant quoi. Ouais, ok, c'est classe. et du coup cette prise en charge, j'imagine qu'elle dure longtemps, parce que faut que tu instaures quelque chose petit à petit. Ouais, tout à fait. En fait, en pédopsie, c'est des enfants qu'on peut avoir sur des années. On peut les avoir de leurs 4 ans à leurs 13 ans. On fait 3-13 en pédopsie, hein, donc c'est vraiment du très long terme. L'adoptie, c'est complètement différent. Pareil, c'est une dose d'hospice qui dure à peu près 1 mois, 1 mois et demi. Donc là, c'est un travail complètement différent.
c'est plus un travail de soutien, c'est moins un travail en profondeur. L'hémato-oncopède, maintenant, les protocoles de chimio, ils sont beaucoup plus raccourcis. Hémato, tout ça là, est-ce que tu peux détailler un peu ce que c'est? Ouais, alors le service d'hématologie oncologie pédiatrique, c'est un service qui reçoit des enfants qui ont des maladies de sang ou des cancers. Okay. Donc leucémie, cancer divers, on a des drépanocytaires également. Et c'est des enfants qui ont donc de 0 à 18 ans. Et qui viennent, moi quand j'ai commencé à 15 ans maintenant, ils étaient sous flux, donc en chambre stérile, pendant 3-4 mois d'affilée. Aujourd'hui, ouais voilà, alors ça nous semblait dur, il y avait des avantages et des inconvénients, là ils viennent de façon beaucoup plus raccourcie, beaucoup d'hôpitaux de jour, et du coup moi, mon travail a beaucoup changé, c'est pas du tout pareil de travailler pendant 3-4 mois avec un enfant toutes les semaines, et d'essayer de le choper au vol quand il vient en hôpital de jour. Donc ça veut dire qu'un enfant qui était en chambre stérile, tu allais dans sa chambre? Ah oui. Avec ton instrument? Et tu... Sous flux, ouais, avec la Charlotte, la blouse, la tenue, merci, la blouse, et puis des instruments. Alors j'aurais pas pu emmener ça par exemple, parce que ça, faut que ça puisse se désinfecter. Donc c'était une sélection d'instruments bien spécifiques. Mon ordi, je l'enrubanais dans du film cuisson. Enfin voilà, c'était tout un truc. Et maintenant, on fait beaucoup moins ça. Mais le travail a changé. On les a plus sur du court terme. Donc il faut être un peu, entre guillemets... efficace tout de suite, enfin il y a une dimension temporelle qui a changé quoi. Ok, ouais. Et en pédopsychiatrie, quand tu dis les enfants passent de 3 à 13 ans, certains viennent vraiment toute la durée du truc, ça veut dire qu'ils viennent en hôpital de jour ou ils sont vraiment c'est de l'hôpital de jour. par, La pédopsychiatrie c'est de l'hôpital de jour, l'adopsychiatrie c'est de l'hospice complète. Okay. Donc la pédo, on peut avoir des enfants qu'on suit de leurs 3 ans à leurs 13 ans. Alors là c'est qu'ils sont très malades. Voilà. On a des enfants qu'on suit pendant 2-3 ans, puis après on passe le relais à un CESAD ou des choses comme ça. Des structures qui sont en dehors du CHU. C'est ça, des partenaires extérieurs qui peuvent intervenir à domicile s'il y a besoin. Enfin voilà, nous on est un peu des fois on a aussi des enfants qui viennent chez nous parce qu'ils ont fait d'autres structures et que ça a été pas forcément évident. On a des pathologies assez lourdes en hôpital de jour au CHU. Oui, forcément. Donc ça veut dire que la nuit ils sont avec leurs parents et que ses parents gérer. C'est quand même des cas qui sont gérables, mais qui peuvent être lourds. Alors on a beaucoup d'enfants qui sont en foyer, on a beaucoup d'enfants qui sont en famille d'accueil, mais la plupart du temps, voilà, effectivement, ils rentrent chez eux, ils viennent chez nous 2-3 heures, ils repartent, mais des fois ils peuvent venir 2-3 heures, 3 fois dans la semaine, selon un petit peu. L'idée c'est de faire un filet de sécurité un peu pour qu'ils aient toujours un peu des soins, des endroits où ils peuvent déposer ce qui est compliqué, et que ça pète pas ni à l'école ni à la maison, quoi. L'idée c'est vraiment de... trouver un équilibre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et le travail que tu fais auprès des prématurés, donc là c'est encore tout un autre univers. C'est tout à fait autre chose. Mais avec la musique qui lie quand même. Là on est plus sur un accompagnement des soins douloureux. Donc moi je me suis greffée à un projet de recherche qui a été mis en place par Solène Pichon, qui est infirmière puéricultrice dans le service, qui a beaucoup travaillé sur les soins de développement. C'est-à-dire d'avoir une attention vraiment importante au développement sensoriel du tout petit. En fait que les services de soins, oui, il y a des gestes invasifs, on en compte peut-être plus de 100 par jour par bébé, donc c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et une prise de sang pour un bébé prématuré est très très douloureuse en fait. Des fonds d'œil c'est très douloureux. Derrière soins invasifs, tu mets quoi? Ponction lombaire, fond d'œil, prise de sang, sonde, tout peut être très douloureux en fait, vraiment pour les bébés préma. Et elle s'est intéressée au développement de l'audition chez le petit. Alors il y a aussi toute la vision et tout ça qui est un peu retardée chez ces enfants. En tout cas elle s'est centrée là-dessus. Et donc on fait une recherche là où le postulat c'est que la pratique de la voix chantée chez les tout petits bébés préma favorise de meilleurs liens d'attachement avec leurs parents. C'est-à-dire que si les parents chantent beaucoup dans des moments clés pour leurs tout petits, les liens d'attachement seront meilleurs. C'est le postulat qu'on fait, c'est fort. On a fait un premier groupe contrôle sur 18 mois où ils ont fait leur hospice avec pas spécialement d'accompagnement. Et puis là on a entamé la partie vraiment recherche où moi j'accompagne les parents. Les équipes ont été formées à la voix chantée. J'ai fait des groupes de formation pour que tout le monde puisse pratiquer la voix chantée.
Donc voilà, les infirmières sont formées, les auxiliaires sont formées, celles qui le souhaitaient, hein. Et du coup elles chantent pendant les soins douloureux, elles accompagnent les parents pour chanter. Moi je fais tout un travail d'accompagnement pendant les hospices, donc qui dure à peu près 3 mois, où j'accompagne les parents à qu'est-ce qu'ils peuvent chanter, qu'est-ce qu'ils veulent transmettre, parce que chanter pour son bébé préma, c'est aussi l'inscrire dans son histoire, dans sa généalogie. Qu'est-ce qu'on va lui transmettre de la chanson de la grand-mère qui nous chantait elle-même, la chanson de la grand-mère, enfin voilà, donc c'est aussi vraiment ça, tout un travail musicothérapique. Et ce qu'on essaye d'évaluer, c'est si des parents chantent, s'ils y mettent de l'intention et s'ils transmettent quelque chose de leur histoire, est-ce que les liens d'attachement sont meilleurs? Et si les liens d'attachement sont meilleurs, ça fait des adultes qui sont beaucoup plus équilibrés psychiquement. Donc l'enjeu est fort, quoi. Les premiers liens d'attachement, aujourd'hui, on sait que ça a des conséquences sur toute la vie d'une personne. Oui, donc en fait, on fait ça pour les bébés prématurés, mais on peut le faire pour tout le monde. Tout à fait. C'est hyper important. Les premiers moments de vie, il y a eu un plan national d'ailleurs autour des 1000 premiers jours des enfants. Ça commence dans le ventre, comment on porte l'enfant, comment on le porte physiquement, mais comment on le porte psychiquement aussi, comment il arrive au monde et comment on lance les premiers liens. Ça, on sait que ça a des conséquences énormes sur tout le reste de la vie. Donc on veut vraiment agir dans une dimension préventive et que les choses se lient le mieux possible. En fait. Donc ces 3 premières années, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Okay. Est-ce que tu penses que si les parents jouent de la trompette, ils sont plus attachés? En fait, moi je pense que du moment que les parents transmettent avec intention quelque chose qui compte pour eux, c'est ça qui compte pour un tout petit. Trompette ou autre chose. Je sais pas pourquoi tu parles de trompette d'ailleurs. Je vérifie. C'est bizarre. Ok. Non, de toute façon, en fait, tant que c'est de la musique, il y a un lien. Exactement. Puis c'est vrai que ce qui est bien, c'est que y a le fait de chanter, donc l'effet de la musique sur le cerveau, mais il y a aussi le fait d'être avec son enfant pour passer ce moment-là. C'est exactement ça. Si tu chantes, on a des gros problèmes aujourd'hui avec les parents qui sont sur leur téléphone et qui poussent la poussette et qui ne sont pas avec leur enfant. Mais ça, voilà, oui, mais c'est un vrai problème et on voit qu'il y a des troubles de l'attachement et des troubles de l'apprentissage, des troubles du langage derrière qui apparaissent chez les tout petits. Les écrans, c'est un vrai problème. Mais nous, ce qu'on dit aux parents, c'est chantez-leur ce que vous voulez. Même chantez-leur, moi je les encourage, si vous aimez les démons de minuit, chantez-la en version berceuse. Mais ça marche très bien en fait. Il n'y a aucune musique qui puisse, je vous l'avais dit quand je suis intervenue, il n'y a aucune musique qui puisse ne pas être chantée en version berceuse. Ouais. Donc ça c'est génial. Mais ce qu'il faut c'est transmettre quelque chose. Si on est face à son petit puis qu'on est là, ça sert à rien. Autant ne rien faire. Par contre, si on est vraiment avec lui et qu'on lui adresse un chant, là, il y a quelque chose qui s'inscrit en lui, qui favorise l'émergence du langage, qui favorise le réflexe de succion, qui lui-même favorise l'émergence de l'oralité. Enfin, voilà. Ouais. C'est pas juste pour faire joli, quoi. On est un peu en train de se battre pour faire comprendre ça. C'est que ça a des effets forts sur le développement de l'enfant. C'est pas juste parce que, tiens, ça fait passer un bon moment, c'est du bien-être. Aussi, c'est super, c'est un moment de lien de toute façon. Qu'on fasse de la musique ou qu'on fasse autre chose. Mais en tout cas, la musique, elle a des vertus d'enveloppement. D'enveloppement et physique, ça vient percuter la peau, la musique, et d'enveloppement psychique. Donc quand on a des soins douloureux qui intrusent la peau, eh bien si on chante, ça vient faire une enveloppe pour le tout petit. Oui, parce qu'il y a des soins, je crois que tu avais participé à des choses comme ça, des soins où normalement il y a besoin d'anesthésie, et que là en fait ça se fait sans parce qu'il y a la musique. C'est incroyable, mais vraiment faut le voir. J'ai souvenir d'un tout petit préma où il pique sur le pied, il plie un petit peu le pied comme ça, puis il pique sur le dessus du pied. Et on a accompagné avec la voix chantée avec la soignante. Le soin s'est passé sans encombre, quoi. Il n'y a pas eu un pleur, il n'y a rien eu. Donc vraiment, ça vient faire une espèce d'enveloppe là qui sécurise, qui rassure, qui permet que ça soit moins douloureux, vraiment. Physiquement et psychiquement. C'est incroyable parce que dans le cas je crois que c'était les intubations, où ils pouvaient enlever le tube et en fait ça je trouve ça incroyable parce que si on anesthésie, en fait il y a plein de conséquences sur le corps. Bah tout à fait. Alors que là, c'est instantané. Oui, et puis c'est envisager une autre pratique. Moi en hémato, ça arrive que les soignants viennent me voir dire tiens on doit piquer un bébé ou un grand, peu importe, ça te dérange de venir et j'arrive avec mon goni ou avec autre chose et je chante et on ne donne pas d'atarax et voilà on est en train, alors c'est moi ou c'est les pratiques de l'hypnose par exemple, voilà, mais les équipes sont aussi en train de se saisir, de se dire tiens dans ma boîte à outils j'ai l'hypnose, j'ai la musique, pour que l'enfant il vive mieux ses soins, parce qu'on sait qu'en fait quel que soit l'âge et quel que soit le soin, ça peut laisser une mémoire traumatique, la douleur. La douleur, elle s'inscrit dans le corps. Donc, le plus on la vit sereinement, le plus on l'anticipe, le plus on l'explique, le plus on l'enveloppe, le moins elle laisse de traces, et le moins... Déjà, on a un patient qui est compliant, qui se plie aux soins beaucoup plus facilement, et en plus, ça lui laisse moins de traces. S'il y a des soins à faire plus tard, on est tous amenés à avoir des soins un jour.
et ben ça fait pas de traumatisme en fait. Donc l'enjeu, je trouve, il est énorme, et avec une pratique qui est à la portée de tous, qui coûte rien, qui est simple, voilà. Le tout, c'est de se l'autoriser, ça c'est autre chose, mais en tout cas, tout le monde peut le faire, quoi. Tu montres l'instrument qui est à côté de toi. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous le présenter? Ouais, bien sûr. Ça s'appelle un goni. C'est la version miniature de la kora, qui est une harpe africaine. Normalement, la kora donc, est beaucoup plus grosse et possède 21 cordes. Cet instrument en a 10, 5 ici et 5 là. Celui-ci, c'est un ami qui me l'a fabriqué de façon artisanale, avec un manche à balai. Voilà, des matériaux un petit peu bruts comme ça. Mais c'est un instrument que j'utilise énormément en basse continue, c'est-à-dire que je fais vraiment des 3 notes qui tournent et puis ça me permet de vocaliser dessus. Donc il est beaucoup utilisé comme ça en Afrique, comme un fond pour le chant. Mais on peut aussi vraiment en jouer. Mais là, vu qu'on a 10 notes, on n'a pas toutes les notes en fait, donc ça nous réduit un petit peu le chant. Alors après, on peut l'accorder de différentes façons, mais moi je l'utilise vraiment en basse continue, et je l'utilise tous les jours avec à peu près tous les publics, quoi. Même les prémas, ce qui est assez rare parce que les prémas ils tolèrent pas des sons trop forts. Et vraiment là, le son est tellement doux que je peux l'utiliser même avec les prémas. On fait tourner comme ça, et puis par-dessus, moi, je vocalise. J'utilise beaucoup ça au quotidien. Incroyable. Voilà. On va nous faire une petite démo après. Oui. Trop bien. Pas de soucis. Ouais. C'est fou parce que du coup, pour ceux qui nous écoutent en podcast audio, je sais pas trop comment le décrire. Oui, c'est ça, en fait, ce serait comme une guitare, sauf que au lieu du manche de la guitare, c'est un manche à balai. Oui, en fait c'est plutôt en hauteur, avec une calebasse en bas, qu'on a une forme ronde en bas et un grand manche qui monte avec des cordes qui sont raccrochées sur le manche. On en joue en le tenant face à nous. Alors certains en Afrique jouent aussi de cette façon-là. En tenant comme une guitare. Ouais, plus, mais c'est une autre façon de le jouer. Mais la plupart du temps, on l'a vraiment en face de nous. Et puis on joue avec les index et les pouces. Les index sur les cordes les plus aiguës et les pouces sur les cordes les plus graves. Et on tricote comme ça, voilà. Et les enfants le touchent, ton instrument? Oui. Je l'ai aussi choisi parce que du coup, si l'enfant est en face de moi, il a ses 5 cordes et moi j'ai mes 5 cordes. On a chacun nos cordes, et donc s'il fait... On peut s'amuser à communiquer comme ça, faire des jeux de questions-réponses. Je réfléchis à tout ça aussi, comment, quand je choisis mes instruments, ils sont tous pensés en termes de non-apprentissage. Je ne veux pas qu'un enfant soit face à un instrument qui le met en difficulté, où ils doivent apprendre ou savoir quelque chose de la musique. Ouais. Là, on ne sait rien de la musique. On peut déjà faire ça. Et ça, c'est déjà de la musique. On crée déjà quelque chose. Voilà, et moi, ça me suffit. Et on peut rebondir là-dessus. Et puis lui, il va rebondir et je rebondis. Donc il y a besoin de presque rien en fait en matériel. Donc tous les instruments que je choisis sont des instruments qui peuvent être abordés comme ça simplement. C'est une réflexion parce que par exemple, un piano, oui, on peut toujours se mettre l'un sur une touche, voilà. Mais il y a des choses qui sont, par exemple, une flûte. Bah, si on sait pas jouer, ou une trompette ou un saxo, c'est pas des instruments là, qui sont... j'avoue. Bah oui, c'est pas abordable simplement, voilà. L'instrument qui fonctionne très bien, je l'ai pas là, mais c'est le handpan, c'est ce gros instrument gris là avec plusieurs touches où on joue avec les mains. Alors les enfants, je leur donne des baguettes pour que ça soit plus facile, qu'ils soient déchargés de ce côté technique, de taper, machin. Mais alors on est chacun l'un en face de l'autre, et alors on peut co-construire quelque chose, c'est magique quoi, vraiment. Je le trimballe partout, mais alors dans l'hôpital, à chaque fois que je le trimballe, qu'est-ce que c'est? Les gens veulent toucher. Enfin voilà, il y a un vrai attrait parce que c'est pas tous les jours, que c'est pas des instruments qu'on voit souvent. Donc les gens s'y intéressent. Oui, puis même les instruments qu'on voit souvent, en fait j'ai remarqué,
c'est fou comme la musique attire. Oh bah Parce oui. que c'est... Les gens voient une guitare, ils sont ah une guitare. Oui, c'est ça. Voilà, il y a quelque chose d'attirant parce que déjà c'est des objets qui vivent. Enfin je me dis d'un objet en bois, il sort quelque chose qu'on peut pas capter et qui pour autant nous fascine. Donc c'est quand même c'est un petit côté toujours magique. C'est ce que je dis aux soignants, si vous parlez à un enfant, si vous lui dites tiens aujourd'hui il fait beau, et si vous lui dites aujourd'hui il fait beau, vous allez voir qu'il y a une autre réponse. Tout d'un ça coup, marche sur moi. ça marche. Mais tout d'un coup, il y a un canal de communication autre qui s'ouvre et ça c'est génial quoi. Voilà. Ouais, c'est magique. Mm. Et du coup, depuis 15 ans là, que t'es musicothérapeute, est-ce que t'as un peu une anecdote rigolote ou une mésaventure qui a pu t'arriver? Mes aventures, j'en ai tellement. Voilà, alors, on n'est pas toujours dans le rigolo, hein, surtout dans la psychiatrie. En ce moment, on est plutôt un peu dans le dur. J'ai une belle histoire qui me vient. J'aime beaucoup parler de ce jeune qui est extraordinaire d'ailleurs. Okay. C'est un jeune 16 ans qui est arrivé dans le service des mathos, qui était plein de projets, qui voulait être ingénieur, qui allait passer le permis, enfin voilà. Et puis ce jeune a perdu la vue suite à ses traitements. Complètement. Alors du coup, passer le permis est compliqué, être ingénieur compliqué, et il a dû vraiment tout réaménager de sa vie en fait. Et moi je l'ai suivi du début jusqu'à la sortie de l'hôpital. Je l'ai accompagné à domicile. Voilà, pour, ah oui, même. Ouais, okay. J'ai cette capacité-là. Coup de pouce me soutient aussi là-dessus. Quand j'ai besoin d'aller à domicile, j'allais au Creusot, hein, donc c'était pas tout à côté. Ah oui, okay. Mais je l'accompagnais comme ça. Et lui, il est devenu kiné. Kiné non-voyant, extraordinaire. Il fait du surf, du tandem, enfin bon bref. En fait, il m'a dit quelque chose de très beau. Il m'a dit mais pour moi ma guérison physique c'était la kiné. C'est elle qui m'a aidée à vraiment... Et puis ma guérison psychique, c'est vous. Wow. Et puis il m'a dit, vous savez, c'est comme si j'étais un oiseau sur la branche et vous avez fait comme ça jusqu'à ce que je m'envole. Et je me suis dit, il n'y a pas plus belle image de l'accompagnement thérapeutique pour moi. Ouais. C'est vraiment ça. L'idée, c'est pas tenir le patient avec nous tout le temps aussi. C'est vraiment juste d'être là, ok, vas-y. Et, de le soutenir. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'était tellement un bel accompagnement. Aujourd'hui, il fait des podcasts, il fait de la musique, il est kiné, enfin, il est extraordinaire, il a rebondi avec une famille super, enfin, voilà, mais on a des très belles histoires comme ça. Bon, celle-ci est très positive, il y en a des beaucoup plus tristes, mais je vais pas raconter ça aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment des histoires d'humanité avec un grand H, je trouve, en fait. Et la musique, ça nous permet de nous retrouver en tant qu'humains. Ouais. C'est des belles histoires qu'on vit. Ouais. Et tu dis oui, il y a des moments plus difficiles, on s'en doute, parce que c'est quand même le milieu hospitalier. Comment tu fais justement pour gérer tout ça? Parce que j'aime bien moi dans les podcasts dire comment t'équilibres vie pro, vie perso, etc. Mais là un peu plus précisément, en tant que... Enfin, comment tu peux t'équilibrer? Parce que finalement ça prend aussi sur ta vie perso. Tu peux pas sortir et ne plus y penser. On dit ça en cours, mais c'est de la fiction. Ouais. C'est ce qu'il faudrait. Maintenant, ce qu'il faudrait, et puis ce qu'on arrive à faire, des fois c'est différent. C'est des métiers où on travaille avec qui on est, avec nos émotions, et quand on est face à la mort d'un enfant, quand on est face à de la violence, quand on est face à toutes ces choses, même si on nous a dit que ça allait arriver, quand on y est confronté, c'est autre chose. Moi, je suis convaincue, et je le dis souvent aux étudiants, quel que soit leur métier, que c'est très important d'avoir des points de ressources, d'avoir des points de joie avec un grand J à l'extérieur. Pour moi, c'est la danse. Okay. Ça me permet, la danse africaine d'ailleurs, ça me permet vraiment de décharger, d'être dans un vrai équilibre. Voilà. Alors des fois on me dit mais tu fais pas de la musique en dehors? De la musique, j'en fais 48 heures par semaine. J'en écoute que du Joule, j'écoute des choses que j'aime pas forcément. Enfin, c'est une fatigue un peu particulière. Voilà. Donc à l'extérieur, c'est vrai que j'ai pas forcément l'élan. Là, je suis en vacances, j'ai pris mon goni, je vais jouer. Mais j'ai pas forcément l'élan le soir, quand je rentre à 21h, de faire de la musique. Par contre, je vais danser. Et ça, c'est super important. Et c'est en lien avec la musique, puisque je danse avec des musiciens en live, des percussionnistes. Donc ça, malgré tout, il y a toujours ce lien-là, et la musique restaure quelque chose. Mais en tout cas, dans le métier du soin de manière générale, vraiment pour moi c'est presque une prescription, une obligation d'avoir des temps de ressources et des moments qui nous font plaisir. Parce qu'on est au contact de la souffrance tout le temps. Je pourrais passer l'extrait à mes profs? Oui, non mais vraiment, je pense que c'est important. Je le dis à tous les étudiants, si tu donnes
Parce que être au contact de l'autre, c'est donner, l'autre te prend, hein. Te demande pas l'autorisation, il te prend beaucoup de choses, il te donne aussi, mais en tout cas il te prend beaucoup d'énergie, de ton empathie, de tout ça. Si derrière t'as pas quelque chose qui recharge, tu t'épuises, vraiment. Et combien de soignants sont en burn-out, mais c'est aussi parce que des fois il faut pouvoir équilibrer, quoi. Alors quand tu fais des semaines de 50 heures, tu vas pas dire ah non mais attendez, moi je m'équilibre, je fais des semaines de 40 heures. Donc ce qu'il faut faire, c'est à côté pouvoir avoir sa soupape, quoi. Ça c'est super important. Je dirais dans tous les métiers, mais alors encore plus dans le métier du soin. Parce que notre matière première, c'est nous. Hein. C'est... Quand tu te prends de la violence, c'est sur ton corps, hein. C'est pas c'est celui du voisin. Donc il y a vraiment quelque chose d'extrêmement violent parfois. Dans le bon et dans le mauvais, d'ailleurs. On peut avoir des vagues de grandes émotions, de grandes joies, et puis et puis c'est fatigant aussi, enfin, ça prend aussi sûr. Énormément. C'est complètement fatigant, dans mais les deux sens. C'est génial, mais c'est usant. Voilà. Les chats aussi, ça fait partie de l'équilibre. Oui, tout à fait, exactement. Et quand on les regarde dormir et ne rien faire, on se dit faut que je fasse ça moi aussi par moment. C'est ça. Donc voilà, oui, ça peut être une source d'enseignement. C'est un modèle. Ok. Tu parles de la danse que tu fais. C'est quoi un peu ton parcours musical? Parce que j'imagine que tu as fait aussi de la musique un peu dans ton enfance, dans ta jeunesse. Alors la musique est arrivée tard, j'ai commencé le violon, j'avais 18 ans. Le violon n'était pas l'instrument que j'aimais, je trouvais que j'allais toujours sur les cordes graves en fait, j'aimais pas trop l'aigu. Et mon prof m'a dit faudrait que tu essayes l'alto, j'ai essayé l'alto, ça m'a pas trop plu non plus et je suis tombée sur le violoncelle où là vraiment ça a été... Ça allait de plus en plus grave. Voilà, exactement, voilà. Et j'ai beaucoup aimé le violoncelle, j'en ai fait de façon amateur, voilà, rien que pour moi. Et puis après, la musique est devenue mon métier, donc j'en ai plus fait une pratique. Je continue toujours à pratiquer évidemment parce que c'est un quotidien, donc ça c'est sûr. Je fais des stages de temps en temps de goni, de percussion, voilà, j'entretiens quand même un peu. En fait, ce qui me sert au quotidien. Dans le fond, j'entretiens ça quotidiennement. Et puis ma voix aussi. Et ma voix, voilà, effectivement. Parce que ça a été un apprentissage aussi de chanter pour des primas. C'est pas le tout de faire de la puissance vocale, c'est pas du tout ça qu'on attend. Mais chanter très peu fort, chanter juste et que ça soit perceptible, c'est déjà un peu un travail. C'est une technique particulière. Donc ça, je l'ai travaillé. Je continue de le travailler toujours. Et puis, quand je fais de la danse africaine, on chante également, on joue de la musique. Donc il y a un petit peu tout qui se retrouve dans cette discipline. Ça nourrit un peu tout ça, quoi. Ouais, ok. C'est fascinant. Parce qu'en Afrique, on chante la musique. On la danse, on la chante. Nous, on n'est pas du tout habitués à prendre la musique comme ça, mais eux le font comme ça. De la musique, du corps et puis de ce qui peut être fait en Afrique. L'autre jour quand on en a discuté, j'ai noté ta phrase tellement je l'ai trouvée parlante. Tu m'avais dit en Occident, la musique n'est pas reliée au corps mais à l'intellectuel. Et donc ça me parle parce que c'est vrai qu'au conservatoire on est quand même très tu restes droit, tu bouges pas quand tu joues. Il y en a qui s'ouvrent à d'autres possibilités. Heureusement, on a Lucienne Renaudin-Vary pour prouver à nos profs qu'on peut bien jouer en bougeant. Super. Mais qu'est-ce que tu penses que ça pourrait apporter qu'est-ce que ça pourrait nous apporter, à nous musiciens, de plus relier la musique au corps? Je pense de vivre la musique. Alors, je dis pas qu'on la vit pas quand on lit une partition, mais il y a quand même toute une partie de nous qui est happé par le visuel déjà. On est en train de lire nos notes. Moi, mes amis africains me disent mais nous, on apprend tout à l'oral. On n'a pas de partition. Enfin, ils en ont peut-être... Mais en tout cas, c'est pas la majorité. Et en fait, les rythmes, ils les chantent, ils les dansent. Ils les mettent dans tout leur corps.
ils ont ce qu'on appelle des appels au djembé. King king ka, king 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 ka, king king. King king king. Ils chantent tout comme ça. Ok. Et après, ils le mettent dans le corps. Nous, on a eu une intervention dans mon cursus, je me souviens d'Henri Samba, donc qui était africain, hein, qui nous disait, alors vous vous mettez comme ça sur une table et vous essayez de tenir un rythme. Ok. Il a mis un métronome, on a tous bougé, un moment ou un autre. Et à un moment, il nous a dit, ok, maintenant vous vous mettez debout et vous mettez ce rythme dans la marche, dans le corps. Vous le vivez dans le corps. Ouais. On n'a pas bougé. Ouais. Et en fait, du moment où vous l'intériorisez dans le corps, il y a quelque chose qui tient. Tout est rythmique. La marche est rythmique, le langage est rythmique. Donc quand on le met dans le corps, il y a quelque chose pour moi de plus et c'est beaucoup plus agréable aussi. Voilà, combien de fois j'ai vu des concerts de musique classique. Alors bien sûr qu'on va pas se mettre à s'enjailler sur le Requiem de Mozart, mais en tout cas, il y a quelque chose d'un peu immobile, je trouve, chez les musiciens occidentaux, qui à regarder nous maintient aussi, nous, immobiles. Est-ce que tu penses que, justement en vivant davantage la musique, on transmet plus au public? Moi je crois. Ouais. J'en suis convaincue. Ah bah oui. Comme quand on danse, si on danse et qu'on ne sourit pas, c'est pas du tout la même chose que si on sourit. Vraiment, de regarder quelqu'un faire un pas en souriant, c'est tellement beau à regarder. Enfin voilà. Donc il y a quelque chose, mais ça vient là aussi de nos premiers liens. C'est le bébé qui sourit, on lui sourit en retour en fait. Bah là c'est pareil, c'est les neurones miroirs. C'est, si tu vois quelqu'un qui fait la gueule et qui est immobile, bah tu fais la gueule et t'es immobile. Ça c'est notre spécificité humaine aussi, hein. Enfin pas que d'ailleurs, mais bon bref, en tout cas il y a quelque chose comme ça qui se vit. L'autre jour j'ai été au concert c'était très intéressant, de Fatoumata Diawara à l'auditorium, et c'était très intéressant parce qu'elle est venue avec ses musiciens, donc plutôt afro, un peu jazzy. Elle avait choisi, des fois elle est plus sur percu, là elle était plus sur guitare électrique, batterie, voilà. Okay. On avait ça, et puis on avait l'orchestre des Dijon Bourgogne qui accompagnait, donc un orchestre symphonique. Waouh, je me suis dit, le mélange, ça m'intéresse. J'y suis allée. Alors, elle a commencé son concert, tout le monde était assis bien sagement, comme toujours à l'auditorium, il n'y a pas un cheveu qui dépasse, tout le monde est bien assis, à écouter, tout ça. Et à un moment donné, elle dit, les gars, on va pas rester comme ça. Et moi, je me disais, un concert de Fatoumata Diawara assis, bon, bref. Et elle a fait lever tout l'auditorium, sans exception, ce qui est quand même pas évident, hein, parce que les Dijonnais sont assez bien assis dans leur fauteuil. Et j'ai l'exemple d'une petite grand-mère qui était devant moi. Elle nous a fait faire quelques pas très simples, hein, vraiment, voilà. Et la petite mamie, après, donc elle nous a dit, vous pouvez vous rasseoir. Et la petite mamie, elle est restée. Et elle a vécu son concert dans le corps, mais c'était autre chose, vraiment. Et à regarder, je me suis dit, waouh, je suis sûre qu'elle en gardera quelque chose de beaucoup plus puissant parce qu'elle l'a mis dans le corps, quoi. Plutôt que d'être là, on écoute avec notre tête. Mais la musique, ça se vit avec le corps. Et pour moi, ça percute le corps. Elle est reliée directement au corps. Moi, j'ai fait des concerts, je me rappelle de Magic System, ce qui est quand même plutôt assez dansant. Il y a des gens qui sont capables d'écouter un concert comme ça. Les bras croisés. Et de ne pas bouger. Voilà, pour moi, la musique, elle se vit dans le corps. Alors, pas la musique conceptuelle de Pierre Boulez, hein, évidemment, bien que, bon, on pourrait danser dessus, mais c'est encore autre chose. Mais la plupart du temps, vraiment, je trouve que c'est intéressant de mettre le rythme dans le corps. Ça apporte. On transmet autre chose, bah bien sûr. Ah bah oui. Et puis du coup forcément les effets sur, on parlait des effets sur le cerveau, vont être beaucoup plus forts. Ah bah si tu le mets dans la motricité en plus, c'est incroyable quoi. Vraiment. Tu mets ça dans ton métier avec les enfants ou pas? Le corps? Ouais, j'essaye. Dès que je peux, j'essaye. J'ai acheté des dounes là qui sont des gros instruments, c'est la batterie africaine on va dire. Hein. Il y a trois gros instruments, un très gros, un moyen et un plus. Il y a le grave, le moyen et l'aigu. Et en fait, il y a quelque chose qui s'appelle la doun dance. Donc, c'est-à-dire qu'en jouant des percus, on danse. Alors, c'est incroyable parce que ça demande donc d'être calé sur le rythme et à la fois d'avoir la motricité. C'est-à-dire que tu peux faire la jambe droite se lève pendant que les bras gauche se lèvent. Enfin, voilà, c'est un travail sur la coordination qui est extraordinaire. Donc, j'ai acheté ça et j'essaye de faire travailler un peu les enfants là-dessus. Ceux qui peuvent, enfin, voilà, j'adapte bien sûr. Mais c'est un achat que j'ai fait il n'y a pas longtemps. C'est chouette, il y a toujours des nouvelles choses en fait. Ah bah oui, bah c'est ça, c'est sûr. Et puis c'est un métier de la créativité. Tu vas croiser 100 musicothérapeutes, t'en as pas un qui va travailler pareil. Ça c'est la force de notre métier. Alors on voudrait être reconnu, mais je pense qu'il faut ce qu'on garde, c'est notre singularité. Un neuromusicothérapeute qui travaille en salle de réveil après un AVC, il va pas travailler du tout pareil qu'un musicothérapeute qui travaille en psychiatrie.
Et il y a ce qu'on appelle des obédiences, et des obédiences plutôt psychanalytiques, des obédiences plutôt comportementalistes, des obédiences plutôt rééducationnelles. Enfin, vraiment, on navigue chacun selon aussi notre personnalité. Moi, je suis pas du tout du côté de la neuromusicothérapie, c'est pas du tout là mon endroit. Et il y a des gens très spécialisés là-dedans. Donc, on a chacun un peu notre patte, quoi. On pourrait en parler des heures en fait. Oui. Parce que je vois mes questions qui défilent, je vois toutes celles que j'ai encore, mais je me dis qu'on est déjà quand même pas mal. Pour terminer, j'ai encore 2 questions que j'aimerais bien te poser. La classique du podcast, est-ce que tu peux dire que la musique t'apporte du bonheur ? Et j'ai envie de l'ouvrir aussi, est-ce que tu penses que la musique peut apporter au monde du bonheur ? Ah oui, j'en suis convaincue. Jeanne Moreau a dit un jour ce qui peut nous rendre heureux, c'est l'art et l'amour. J'en suis convaincue. Nous élever au-dessus de tout ce qu'on a à faire, payer nos impôts, faire notre ménage, bon bah ça ok, c'est la vie que tout le monde doit faire. En revanche, qu'est-ce qui fait que le monde peut nous paraître beau ? C'est l'art et l'amour. J'y ajouterais peut-être le sport, pour certains. Mais en tout cas, et les chats, ça c'est sûr. Mais c'est de l'amour. Donc, oui, donc voilà, oui, la musique me donne du bonheur. Par ces quelques notes des fois qu'on peut jouer, se bercer, tout simplement. C'est très simple en fait le bonheur en musique. C'est ça que je trouve que je reproche un peu en Occident, c'est que faut toujours que ça soit très compliqué, très élitiste, voilà. Ça peut être très simple, il peut y avoir 3 notes et ça peut te faire un bonheur immense. Et puis j'estime que oui, ça... Je pense que ça en donne aussi, ça ouvre vraiment quelque chose entre les hommes. Qui est en deçà du langage. Le langage, on peut mentir, on peut manipuler, on peut croire que, et puis finalement non. La musique, c'est du brut. Ouais. C'est du lien brut en fait. Quand on se met en face de quelqu'un, je pense que vous avez tous vu l'émission Un rendez-vous en terre inconnue. J'avais vu une fois Vianney qui était parti en Afrique et qui avait pris sa guitare, il avait commencé à chanter et il s'était passé quelque chose, personne ne se comprenait, le langage n'était pas le même, mais ils se sont retrouvés, il y avait des sourires magnifiques. Voilà, pour moi, c'est un langage universel, tout comme la danse d'ailleurs, enfin voilà. Je pense que ça peut être une grande source d'évasion, et de lecture du monde en fait. Ça peut rendre les choses un peu plus subtiles, quoi, que le terre-à-terre, le pratico-pratique, ce vers quoi on voudrait nous emmener, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune, par exemple, de 18 ans, qui cherche un peu sa voie, et par rapport à la musicothérapie, au monde du soin et à la musique, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour trouver ? En fait, je suis toujours embêtée avec cette question parce que mon métier, je l'adore, je le trouve merveilleux, et à la fois, il est très précaire. Moi, il n'est pas précaire pour moi, mais il l'a été. J'ai mis 7 ans à être à temps plein. J'ai travaillé à côté avant de travailler de vivre de mon métier. J'ai vécu, mangé, dormi, bu musicothérapie pendant 7 ans. Donc c'est quelque chose auquel il faut être préparé, et même quand on est préparé, c'est difficile. En fait, on en a encore à prouver, on en a encore à démontrer, à aller chercher les financements, à renouveler les financements. J'ai une amie qui... tu te bats, quoi. Mais vraiment, c'est une grande bataille. Donc, je ne peux pas décourager quelqu'un qui voudrait le faire. En revanche, pour moi, si tu as un métier de base, c'est plus confort, quoi, quand même. Moi, j'ai choisi de faire que ça, entre guillemets, et ça a été extrêmement coûteux. Alors aujourd'hui, je suis contente du parcours que j'ai mené, mais ça a été un sacrifice énorme pendant des années et des années et des années. J'ai même fini par me dire, mais en fait... avant que ça démarre vraiment, je me suis dit je vais reprendre un parcours d'éduc, ou enfin voilà, j'étais prête à laisser tomber parce que j'avais 1 heure de travail, tiens, 1 heure de plus, ah bah non, celle-ci, cette heure-là, elle tombe à l'eau, enfin c'était vraiment très compliqué. Donc il faut pas croire, il y a moins de postes il y a moins d'élus que de prétendants, quoi. Vraiment, c'est on forme beaucoup de gens, il y a une école à Dijon, voilà, mais derrière les postes, il n'y en a pas beaucoup. Ce qui fait que l'entente entre nous est un peu compliquée parce que il y a une concurrence un peu permanente. Voilà, c'est ça. Donc c'est dommage parce que ça nous aide pas non plus à faire reconnaître le métier. Enfin, il y a tout un système qui est très complexe. Donc je dirais oui, il faut y aller, mais il faut avoir conscience de tout ce que ça induit et du travail énorme que ça représente. C'est pas juste... En fait... Faut pas croire qu'on va nous ouvrir les portes parce qu'on est musicothérapeute. Les gens ils vous regardent, vous êtes musicothérapeute. Ouais, c'est quoi ça ? Vous faites quoi ? Alors beaucoup moins maintenant, mais il faut quand même démontrer, il faut quand même prouver, il faut quand même... C'est beaucoup de travail et de sacrifice. Le jeu en vaut la chandelle, mais il faut quand même avoir conscience que c'est pas facile, quoi, d'en vivre. Non, c'est bien, c'est clair. Voilà. Je vais continuer mon école. Oui, je pense. Ah oui, super.
Bon bah Emmanuel, pour terminer, peut-être que tu pourrais nous montrer ton instrument. Ouais. Alors, je vais vous jouer ce que je fais pas mal en ce moment, notamment avec le petit autiste dont j'ai parlé tout à l'heure. Ok. Je joue vraiment sur... C'est une langue que j'invente, hein, c'est du charabia. Ça ne veut rien dire. Je saurais pas le refaire. C'est de l'impro pur. Alors ça, je peux vous jouer un morceau aussi traditionnel qui s'appelle Diarabi. Je joue en basse continue, je chante dessus, je peux faire vraiment juste... avec 3 notes. Alors après je peux improviser avec le prénom de l'enfant quand je vais voir un tout petit. Bonjour Arthur, tu as vu dehors, le soleil est là qui brille, il nous chauffe le cœur et le corps. Par exemple. Voilà, c'est vraiment que de l'impro, je laisse aussi parler ce qui me vient. On est plusieurs à être séduits, je crois. Incroyable. Voilà. Et c'est vrai que c'est un pouvoir... C'est incroyable. Moi, ça m'a capté. Hein. Ouais, tout de suite. En fait, dès les premières notes, et puis t'as vraiment une belle voix. Oh, merci, mais j'ai pas de puissance vocale. J'essaye de travailler plutôt la douceur et l'enveloppement. Et là-bas, ils disent que c'est un instrument qui guérit. Ah bah là, oui, je comprends. Ouais, y a un truc qui capte. C'est pourtant d'une simplicité, musicalement. Là, je joue sur 4 notes, quoi. Ouais. Après, on peut jouer des trucs beaucoup plus vite, hein, ça c'est possible. Il y a les grands joueurs de kora, ils vont faire des trucs pas croyables avec les doigts et tout ça. Moi, j'en ai pas l'utilité parce que mon but c'est plutôt de faire redescendre quelque chose. Mais tu peux aussi faire des morceaux un peu plus élaborés. Alors le goni, voilà, le nombre de notes nous limite un peu. Mais vraiment comme ça, en basse continue, au service de la voix, je trouve ça extraordinaire, quoi. Voilà. C'est mon petit chouchou, il me quitte rarement. Oh. Voilà. Comme quoi, mon chabalet peut faire de grandes choses. Exactement.
Et bah Emmanuelle, merci beaucoup. Merci à toi, merci pour à vous. Pour ce temps d'échange très intéressant. instructif. Merci beaucoup. C'était un temps très intéressant aussi pour moi. Et bah super, à très bientôt. À bientôt.